Au musée des Beaux-Arts de Limoges, l'équipe est toujours en pleine préparation de l'exposition Le jour avant le bonheur. Pour parler de l'Outre-Baie, un galériste, François Cesson. Nous ferons aussi un tour en coulisses pour les derniers préparatifs. Ça m'a toujours fasciné chez l'Outre, cette capacité à faire une peinture, moi, qui m'attrapait vraiment, qui me faisait rentrer dans le tableau, qui avait une ambition de grande peinture, et pourtant dont les sujets étaient, voilà, comme vous disiez, un arbre, une barrière, un champ, un caillou, une motte. On a 2 ou 3 exemples de nature morte. On retrouve aussi... en fait, c'est une peinture qui... on vient presque de l'art naïf. On a un côté... et puis un côté peinture... C'est difficile à dire sans avoir l'air condescendant, mais c'est-à-dire un côté peinture de la campagne. Il y a un homme qui est complètement amoureux de cette terre, mais en même temps c'est un peintre, donc il a passé au filtre de son regard d'artiste ce Lot qu'il a aimé et il en a fait autre chose, et c'est son œuvre. Il se passe quelque chose quand on va à Bois-Sirette et quand on arrive dans le Lot. Je me souviens d'une vidéo qui m'a beaucoup amusé, je crois que c'était au musée Zadkine. Il racontait qu'il s'était arrêté là parce qu'il traversait toute la France. Bon, alors pour le coup, ça va peut-être pas être très sympa avec les gens d'ici, mais il arrivait dans cette région du Lot et là, il commençait à voir enfin les volets ouverts, les gens aux fenêtres, etc. Et il se passe quelque chose quand on arrive dans le Quercy. Et je crois que, moi, il me semble que c'est tout le talent de l'Outre, c'est de réussir à avoir l'ambition d'une grande peinture, mais de rester là où il semblait être heureux, là où son père aussi avait décidé à un moment qu'ils allaient y être heureux, et d'arriver à concilier tout ça. Il y avait une très belle relation entre eux, de père à fils, mais c'était plus que ça, c'était aussi son mentor. Ils ont peint ensemble, chacun un coin de l'atelier, chacun s'apportant mutuellement, l'un sa candeur, l'autre sa connaissance de l'art, et ils se sont beaucoup épaulés. Voilà, c'est une très belle histoire d'artistes et d'hommes qui s'est déroulée entre eux. Et à la mort du père, ça a été un moment très difficile pour l'Outre, pour mon père, et une façon d'exorciser cette douleur, ça a été à travers l'effort physique que cela s'est fait. C'est quelqu'un qui avait un physique qui est très grand, très fort, et qui avait besoin d'épuiser son physique. Et cet épuisement lui a permis de surmonter cette douleur et d'en faire autre chose. Parce que ça a été aussi un peu, comme parfois ça arrive, une renaissance. Donc il en a fait autre chose. Ce qui est intéressant, c'est aussi les changements d'échelle et les réactivations dans son œuvre. C'est-à-dire que, comme vous le dites très justement, ces quelques sculptures qui sont là sont à petite échelle ce qu'il avait expérimenté à grande échelle. Et dans l'exposition, on trouve des tableaux à petite échelle dont il a expérimenté une plus grande échelle. Donc cette variation dans l'échelle, elle est vraiment importante dans l'œuvre de l'Outre, comme dans l'œuvre de pas mal d'artistes qui ont compris que la monumentalité de l'œuvre, ça lui donnait une plasticité singulière. Et puis, ce qui est intéressant aussi chez l'Outre, c'est la façon dont il puise dans lui-même pour se renouveler. Dans le marché de l'art aujourd'hui, l'Outre, c'est ce qui va nous intéresser, c'est que il est connu, il est collectionné, il a quand même exposé dans de très nombreuses galeries en Europe. Donc on a beaucoup de surprises de temps en temps parce qu'on le retrouve dans des collections suisses ou des collections luxembourgeoises, là où nous sommes également installés, alors qu'on ne s'y attend pas forcément. On a fait une petite pause après sa mort parce que justement il fallait remettre les choses en ordre, mais on a continué à avoir beaucoup de demandes. Quand on l'a exposé la première fois à Paris, on a eu la chance d'avoir tout de suite un article dans Le Monde pour saluer cette exposition. Donc c'est quelqu'un qui a quand même eu une très bonne reconnaissance,
Mais là, je parle vraiment toujours du marché, c'est-à-dire que ces œuvres se sont vendues, les gens apprécient encore aujourd'hui ces tableaux et aiment vivre avec. On ne peut pas s'empêcher de penser quand même que le Bissière, qui reste aujourd'hui un des grands peintres de l'après-guerre, c'est un Bissière qui a commencé à travailler avec Loutre. Et donc là, on peut se dire quand même que voilà, la transmission, elle s'est vraiment faite dans les deux sens. Peut-être que Bissière a beaucoup aidé Loutre parce qu'il lui a ouvert les yeux sur ce que pouvait être aussi sa vie, sur le fait d'être un artiste, de rencontrer des gens extraordinaires, d'essayer de changer le monde modestement avec son pinceau. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que probablement Bissière ne serait pas Bissière sans avoir travaillé avec Loutre.